Donc, en fait, l'histoire de Noise, on va dire qu'elle débute en 1999, à peu près. Donc moi, je faisais des études, j'ai fait un DOST métier de la culture et un DOST technologie de l'information et de la communication. Et dans le cadre de ces études, on nous demandait de faire une page web, c'était les débuts de la démocratisation d'Internet en France. Et c'est l'époque où tous les magazines que moi j'aimais dans les années 90, les magazines rock, avaient périclité en fait. Rage n'existait plus, Best n'existait plus. Les magazines hard rock qui s'étaient bien ouverts dans les années 90 à tout un tas de styles avec l'arrivée du grunge et du rock alternatif, etc. et tout, recommençaient à redevenir purement métal. Donc j'avais du mal à y trouver mon compte. Et par contre, avec l'arrivée d'Internet, je suis tombé sur plein de webzines américains, etc. Et donc, quand on m'a demandé de faire une page web, dans le cadre de ces études, j'ai monté une page qui parlait de musique. Et petit à petit, cette page a commencé à être lue, je l'ai alimentée, et des gens, des amis à moi, ou des connaissances que je me faisais par le net, ont commencé à y contribuer, et c'est devenu un webzine qui s'appelait No Brain No Headache, qui a duré entre 99 et 2003 à peu près. Et en fait, un jour, j'ai été contacté par un éditeur parisien qui voulait relancer un magazine dans la veine de Rage, un magazine qui m'avait beaucoup appris dans les années 90. Et moi, c'était ce que j'aurais toujours voulu faire, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'était un magazine avec un DVD qui s'appelait Velvet. On a sorti que 3 numéros parce que ça s'est mal passé avec l'éditeur. Ensuite, on a été repris, et là, le magazine est devenu Versus. On a sorti 17 numéros, je crois, encore avec un autre éditeur avec qui ça s'est mal passé. Et on a été encore une fois repris, et là, c'est devenu Noise, qui a duré, je sais plus combien de numéros, peut-être une quinzaine. Là aussi, ça s'est mal passé avec l'éditeur, et j'ai commencé à en avoir un peu marre, et j'ai eu l'opportunité, grâce à un imprimeur qui m'a fait de l'encours, de monter ma boîte et de pouvoir lancer le magazine, qui est donc maintenant New Noise et qui en est à son 37e numéro actuellement. Et notre premier éditeur, il a financé en grande partie le Furyfest, qui est devenu le Hellfest au début. Et en fait, ça s'est très mal passé aussi, puisqu'il s'est barré avec la caisse, je ne me rappelle plus en quelle année c'était, ça devait être 2004, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un espèce de fils à papa qui savait pas trop quoi faire de son argent et qui n'avait aucune idée de la gestion. En plus, c'était un mythomane. Et donc, nous, on s'est vite rendu compte qu'il nous payait, mais qu'on n'était pas déclaré, on n'arrivait jamais à avoir les feuilles de paye, etc. Et tout se passait mal, en fait. Et donc, quand on a eu l'opportunité de pouvoir faire éditer le magazine ailleurs, on est parti. Le second, c'était un peu le même type de gars, mais lui, il était un peu, c'était une espèce de fêtard. C'était un gars qui composait de la musique euh, pour 16, je crois. Euh, et lui, il a dilapidé tout l'argent dans de la coke, en fait. Et donc, pareil, on est parti. Et le troisième était un peu plus sérieux. Il éditait un magazine qui n'avait rien à voir avec la musique. C'était d'ailleurs un gratuit à destination des touristes chinois riches. Donc il avait des partenariats avec le Printemps, etc., des grosses marques. Mais bizarrement, quand la crise est arrivée, il se l'est pris de plein fouet, alors que moi je pensais que le secteur du luxe était le dernier à être touché dans ces cas-là. Et il a commencé à faire un peu n'importe quoi. Il nous a forcé à sortir un hors-série Michael Jackson. Enfin, c'est pas. Il a été obligé de le sortir sous le nom Noise, mais en fait, nous, on n'a pas participé à son élaboration. Mais pour le sortir vite, par rapport à notre distributeur, etc., c'était obligé de sortir sous le nom Noise. Et là, on s'est dit, ouais, ça commence à sentir le sapin, d'autant plus qu'il en a tiré 200 000 exemplaires et qu'il n'a pas payé l'imprimeur. Et donc, on s'est dit, bon, là, il faut qu'on parte. C'est là que j'ai eu l'opportunité de pouvoir remonter ma boîte et d'éditer moi-même le magazine. Et donc, on a fait ça. Après, financièrement, le magazine c'est toujours bien vendu jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a toujours continué. Le gros problème, ça a toujours été les pubs en fait. Et c'est toujours ce qui fait que
que la vie du magazine a toujours était assez difficile en fait. Disons que on a vraiment eu de la chance quand moi j'ai commencé à éditer le magazine. J'ai eu une opportunité. En fait, j'ai eu Vance en pub et c'était des contrats annuels, ils étaient là à tous les numéros. Et j'ai commencé à travailler avec la régie pub de Tsugi et ça a très bien marché tout de suite. Ils ont réussi à nous avoir des pubs, ce qu'on appelle les pubs hors captifs, c'est tout ce qui est hors musique, donc c'est celles qui payent le mieux. Et donc ils nous ont eu Heineken, Bavaria, Audi, Acer, Puma, etc. Et ça a duré pendant 3 ans. Et donc ça nous a bien aidé au début et la situation était assez confortable grâce à ça. Et là, depuis 1 an et demi, 2 ans, on a perdu à peu près tous ces annonceurs-là, donc une grosse baisse du chiffre pub sur chaque numéro, et là, les choses depuis 2 ans sont vraiment plus difficiles, quoi. Parce qu'on tenait vraiment grâce à ça. Je pense pas qu'il y ait un seul magazine qui arrive à tenir avec seulement ses ventes, pas forcément parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que le distributeur te prend 50% du prix du magazine, et parce que tout coûte cher, de l'impression aux frais que tu peux avoir dans n'importe quelle entreprise. Le magazine fait 116 ou 132 pages, et on s'est rendu compte, c'est marrant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que les chroniques de disques n'ont plus lieu d'être grâce ou à cause d'Internet. Et alors qu'en fait, on se rend compte que nous, le lectorat qui achète encore ce genre de magazine, c'est vraiment ce qui l'intéresse le plus. Je pense que ça l'aide à faire un tri. Puis il y a toujours des gens qui étaient habitués à ça, à lire des chroniques et qui aiment beaucoup ça. Donc ouais, on en a à peu près 150 par numéro, et tous les 2 mois. Et ouais, on a beaucoup de textes en fait. Comparé à d'autres magazines, qui apparemment ont des ventes qui varient beaucoup d'un numéro à l'autre en fonction de la couve. Franchement, qu'on foute Portichet en couve ou jusqu'à 93, on vend pareil, et même on vend peut-être un petit peu plus si on fout jusqu'à 93. Et je le constate moi, parce qu'on a aussi un site internet et une page Facebook et tout, etc. Et vraiment, les posts qui génèrent le plus de réactions, c'est souvent les posts des groupes français. Et des fois, même des groupes français dont j'ai jamais entendu parler, qu'on me propose pour un clip, etc. J'écoute, j'aime, et donc on poste ça, et il y a une réponse énorme à ces posts-là, parce que sûrement c'est des groupes qui ont beaucoup tourné en province ou ailleurs, etc., et que les gens... sans forcément se faire connaître dans les médias, dans la presse au début, mais que les gens connaissent et suivent, quoi. Et puis il faut dire qu'aussi je trouve qu'on a vraiment une scène française maintenant qui est incroyable dans tous les domaines. Et tu fais pratiquement plus aucune différence entre un groupe français, entre un groupe étranger, comme ça a pu être le cas pendant longtemps. Là aussi, la production, elle est vraiment énorme, quoi. Je m'interroge beaucoup quel est le lectorat, etc. Et tout. Et c'est marrant parce que c'est souvent que je suis interviewé par des jeunes qui sont à la fac, et qui font des mémoires, etc. et tout, et qui ont 18-19 ans. Et à chaque fois, ils me racontent la même histoire, c'est qu'en fait, je dis, mais vous, des gamins de 18-20 ans, vous achetez encore de la presse papier? Et en fait, ils me disent, oui, et la plupart, ils commencent par rock and folk, en fait. Et parce que, bon, je pense que c'est la porte d'entrée la plus facile, parce que tout le monde connaît les Stooges, les Who, etc. et tout, mais assez rapidement, ils s'en lassent, et ils se tournent vers des magazines un peu plus pointus. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression d'avoir un lectorat jeune comme ça. Et par contre, 25-30, on a l'impression que c'est vraiment cette tranche-là qui s'intéresse plus du tout à la presse papier. Et puis après, un lectorat plus de trentenaire, quarantenaire, qui était lui habitué à la presse papier à la base, et certains ne s'en sont pas détournés. Donc ouais, c'est vraiment curieux aussi comme
comme phénomène. Et comme nous, on a souvent mis des groupes en couverture comme Jessica 93 ou Marvin et tout. En général, les gens me disaient ah, j'y croyais pas en fait. J'ai découvert le magazine, je suis rentré dans un kiosque et qu'est-ce que je vois en couve Marvin, le groupe que j'avais vu dans mon patelin la veille jouer. Je me dis mais quel magazine fout en couve un groupe comme ça? Et c'est comme ça qu'ils ont découvert le truc, quoi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre ce genre d'histoire.